Mesdames et messieurs les professeurs, mesdames et messieurs, chers amis de notre centre, je vous souhaite la bienvenue au centre parisien de l'Académie polonaise des sciences pour cet après-midi que nous trouvons, j'espère tous, extraordinaire, c'est-à-dire une après-midi consacrée à un personnage d'une allure extraordinaire, professeur Piotr Słonimski, dont le titre de notre rencontre dit tout, c'est-à-dire une vie d'audace et de passion. Je vous remercie tous les intervenants qui sont là, les modérateurs qui vont présenter leurs propos. L'après-midi s'annonce vraiment très intéressante, mais je voudrais aussi remercier ceux qui ont de passion pour organiser de telles rencontres. En premier lieu, nos chers amis de Station de la Panne, Krystyna Winawer-Sachs, qui a vraiment été l'âme de cette rencontre, de ce colloque, Karol Sachs. Nous avons en trio eu l'idée de cette rencontre, et aussi Katarzyna Kula de notre centre, qui a vraiment, du côté organisation, a tout préparé. Donc, merci beaucoup. Je remercie aussi Anne Duruflet, qui est à côté de moi, présidente de l'association Solidarité France-Pologne, et qui va nous dire quelques mots sur justement les liens de Piotr Słonimski avec cette association qui a fait tellement de choses pour la Pologne à l'époque où c'était dur en Pologne. Donc voilà, je vous passe la parole, Madame la Présidente, chers amis. Monsieur le directeur, grand merci. Bonjour à tous. Oui, l'héritage pour moi est lourd. Je ne suis présidente que depuis l'année 2016, c'est-à-dire depuis des années où l'association Solidarité France-Pologne s'interroge sur la mission qui devrait être la sienne aujourd'hui. Je crois qu'au moment de sa création en septembre 80, où elle a été créée par M. Piotr Słonimski comme cofondateur, l'évidence s'imposait sur l'objectif qu'elle se fixait. Il s'agissait de rapprocher, de soutenir les syndicats indépendants et autorégés de Pologne à l'époque en multipliant, favorisant les contacts avec les syndicats en France, particulièrement la CFDT. Et le rôle de président était alors porté par Piotr Słonimski lui-même. Vous voyez, moi je me sens très modeste d'avoir indirectement à lui succéder. Je l'ai d'ailleurs malheureusement très peu connu. Et il est resté président de l'association jusqu'en 1989. Donc, dans les premières années, c'est-à-dire il y a différents temps dans l'histoire de cette association. Bien sûr, c'est d'abord le temps de la solidarité, les 500 jours de solidarité, où là, il s'agissait d'informer les Français sur la situation en Pologne et d'intéresser les Français. Et je pense que l'association a magnifiquement joué son rôle, puisque, après l'instauration de l'état de siège, l'association Solidarité France-Pologne a été extrêmement active à travers les convois humanitaires qu'elle organisait tous les mois, à travers les opérations de parrainage de familles françaises pour soutenir les familles des immigrés, les familles des prisonniers politiques en Pologne. Elle a joué là un rôle remarquable, ça sans aucun doute. Et puis, après les élections libres de 89 ou semi-libres de 89, puis le changement au pouvoir, il est un temps où, de nouveau, l'association s'est un peu interrogée sur la mission qui devait être la sienne. Elle change de statut en 1992. Et là, on s'oriente vers un soutien plus direct et ciblé à la société civile et au renouveau de la société civile en Pologne, et elle a mené, là, les présidents ne sont plus les mêmes. Je rends hommage ici à M. Boult, présent parmi nous, qui a été président, puis à Karol, aussi président, qui a soutenu à travers de multiples initiatives. La plus emblématique, c'est peut-être la création du premier forum des initiatives, le FIP,
le forum initiative pozarządowych, le forum initiative non gouvernementale. Le premier s'est tenu à Gdańsk au début des années 90, et puis à travers le soutien à la Fondation de Pologne et à travers toute la famille des Bises et des Filles et des Tises. Là, je veux dire que l'activité de l'association était très dense. Et puis voilà, les temps, c'est formidable, ont de nouveau changé. C'est vrai que de choses se sont passées depuis le mois d'août 1980. L'association pense qu'elle peut jouer toujours un rôle positif, et je crois qu'elle le joue bien aujourd'hui en étant coordinateur de cet après-midi consacré à Piotr Słonimski. Je tiens beaucoup à remercier la PAN aujourd'hui et l'Institut scientifique polonais, voilà, qui accueille cet après-midi, et j'espère que vous trouverez tous que c'était une bonne idée de se déplacer aujourd'hui à Lauriston. Bon après-midi à tous et merci encore. Voilà, merci Madame. Merci Madame la Présidente, je vous remercie, mais notamment, non seulement pour ces mots, mais notamment pour tout ce que vous faites justement aujourd'hui en tant que présidente de cette association qui est dans les cœurs des Polonais. Hein. Merci beaucoup. Je présente maintenant brièvement le programme, chers Mesdames et Messieurs, chers amis, nous avons deux donc, volets de cet après-midi. Le premier, certainement passionnant, parce qu'on va se lancer dans les souvenirs. Voilà, c'est la mémoire qui va travailler. C'est autour de Piotr Słonimski en tant que l'homme. Donc voilà, le premier volet. Puis après, une petite pause café. Et après, on va parler des choses sérieuses, vraiment sérieuses, c'est-à-dire de son travail qui nous est pas peut-être proche lorsqu'on entend des phrases et des choses assez difficiles. Par exemple, pour moi, en tant qu'historien dans le domaine de biochimie, mais nous savons très bien que justement, Piotr Słonimski a fait un grand travail, un énorme travail qui nous concerne tous en tant que, justement, en tant que chercheurs pour nous, hein, pour la science. Mais nous allons commencer cet après-midi par un court film où on va voir notre héros. C'est un film de Andrzej Wolski qui est parmi nous. Nous vous remercions pour ce témoignage extraordinaire parce qu'on pourra entendre justement Piotr Słonimski qui parle de lui-même. Donc je vous invite à tout d'abord donner la parole, à entendre justement notre héros. Merci beaucoup. Et puis, juste une chose encore, et puis je donne déjà le micro à celui qui est co-organisateur majeur de cette rencontre, Karol Sachs, qui va tout simplement présider la première séance. Merci. Merci. Enfin, je vais être président de quelque chose. Voilà, on commence par les filles. Mon père, Piotr Słonimski, était un biologiste, maître des conférences à l'université de Varsovie, un chercheur, vraiment un très bon chercheur parce que encore maintenant on trouve des citations de ces découvertes qu'il a fait sur la formation du système sanguin, faite dans les années 1920-1930. Il venait d'une famille juive assimilée. Il ne parlait pas juif. Je veux dire, il ne parlait pas ni hébreu ni yiddish. Donc mes parents étaient laïcs, père biologiste, ma mère était un professeur de lycée. Elle enseignait le polonais et l'allemand. Elle venait de Lwów. Elle n'avait pas beaucoup de famille parce que j'avais deux oncles. Antoni, le grand poète polonais, Antoni n'avait pas d'enfants.
Donc je n'avais pas beaucoup de famille parce que mes parents ont été tués le 2 septembre 1944 pendant l'insurrection de Varsovie. Mon père était chef de service d'un hôpital des campagnes, un hôpital militaire à Mokotów. L'hôpital, c'était l'hôpital Elżbietanek, qui a été bombardé. Ensuite, ça a été transféré, une partie de l'hôpital a été transférée dans des caves d'un bâtiment à côté, d'un immeuble à côté. Et pour signaler que cet immeuble était devenu un hôpital, on a mis des signes, des drapeaux de Croix-Rouge. Et aussitôt que les drapeaux de Croix-Rouge étaient mis, quelques heures après, 3 Stuka, 3 avions allemands sont arrivés, ils ont bombardé et détruit tout l'hôpital. Et mes parents ont été tués avec les centaines ou 150 malades qu'ils soignaient. Bon. Pendant la guerre, j'ai étudié la médecine dans une université clandestine, puisque l'enseignement supérieur était interdit. Un excellent enseignement. En même temps, je faisais de la résistance. J'ai fait de l'école des officiers agricoles dans l'armée du pays, à Caen. J'ai survécu à l'insurrection, j'ai pris part à l'insurrection. Ensuite, je me suis échappé d'un transport vers l'Allemagne à Pruszków. Je suis allé à Cracovie, j'ai fini mes études de médecine à Cracovie en 1947. J'ai fait mon doctorat de médecine en 1947. Mais j'ai toujours voulu faire de la recherche scientifique. J'ai voulu toujours faire de la biologie fondamentale, ce qu'on appelle maintenant biologie moléculaire. Je voulais savoir qu'est-ce que sont les gènes et comment fonctionnent les gènes. Et après mon doctorat à Cracovie, j'ai eu la chance, j'ai eu tout le temps la chance, n'est-ce pas? J'ai eu la chance de survivre mes actions de résistance, j'ai eu la chance de survivre pendant l'insurrection, j'ai eu la chance d'être libéré parce que Ubecja, le service de sécurité polonais, m'a arrêté en 1945. Elle m'a mis en prison parce que, comme ancien membre de la résistance à Caen, donc j'ai eu la chance d'être libéré. D'ailleurs, quelqu'un qui survit à cette période a eu une succession de chances, sinon il n'aurait jamais pu survivre. Bon. Donc j'ai eu la chance d'obtenir une bourse pour la France en 1947. Il y avait quelques Français, le CNRS a donné quelques bourses. Alors, on avait une bourse en physique, une bourse en biologie, j'ai eu la chance de l'obtenir, et d'être accepté dans le laboratoire de Boris Ephrussi, un très grand généticien, où j'ai eu la chance de trouver les premières mutations du système respiratoire cellulaire, des mutations dans la chaîne des cytochromes, qui étaient les premières mutations d'une partie très importante de toutes les activités cellulaires, et ça m'a permis ensuite de faire pendant une 60aine d'années de la recherche en génétique moléculaire de la mitochondrie. Voilà. Merci. Merci, Andrzej. Andrzej, au fond de la salle, il va nous quitter puisqu'il vient d'être grand-père, donc de tout excuser. Voilà. Donc, nous commençons le séminaire à proprement parler, que nous avons divisé en deux parties. D'abord, on va parler de l'homme.
de l'homme en tant que résistant, en tant que chercheur, en tant que président de notre association, et engagé dans un soutien sans faille de chercheurs polonais, pas uniquement dans son domaine, mais dans tous les domaines de la science. Il a attaché une très très grande importance à cet aspect de notre mission en tant qu'association. Et ensuite, on va parler, il y a un deuxième forum qui sera fait par Oula Hübner-Bonnet, qui va être consacré à Piotr en tant que chercheur. Elle était membre de l'association, je ne me souviens plus, est-ce que tu étais officiellement membre de l'association? Si? Tu es toujours membre de l'association, voilà. Mais en plus, elle connaît le sujet, ce qui n'était pas le cas de la majorité des membres de l'association. Je vais passer la parole d'abord à la petite fille de Piotr, l'aînée de petite fille, qui va parler au nom de trois autres, dont une n'est pas présente, mais deux petits-fils de Piotr, si vous pouvez vous montrer. Voilà. Et de Marie d'Agnès. Et ensuite, on va passer la parole à Marek Begin, qui est ami de la maison Słonimski, si j'ai bien compris, depuis toujours. Oui, en tout depuis cas, quelques générations. Quelques générations, voilà. Et qui est éditorialiste à Gazeta Wyborcza. Gazeta Wyborcza, c'est-à-dire gazette électorale, et qui était le premier journal libre après 1989. Même s'est créé en 1989, au moment où il y avait première élection libre, d'où le titre du journal Gazette électorale, et que l'association a aussi soutenu, je vais en parler brièvement s'il nous reste le temps. Et enfin, au professeur Pierre Netter, qui était collaborateur de Piotr, je vous dirai combien d'années, mais si j'ai bien compris, très très longtemps, et qui représente la communauté scientifique de GIF ici présente, GIF sur Yvette. Piotr a reçu une lettre qui est arrivée chez lui, qui était adressée Piotr Słonimski, juif sur Yvette. Hein, la poste à l'époque, ce n'était pas les ordinateurs, c'est arrivé. Donc il y avait quand même la supériorité des hommes sur les ordinateurs. Je ne sais pas ce que c'est vrai, parce que Piotr racontait beaucoup d'histoires, mais l'histoire est belle. Voilà, et puis vous êtes libre, bien sûr, de prendre la parole à partir de la salle. Moi, je dirais encore deux mots. Pourquoi c'est moi qui anime? On était cofondateur de l'association Solidarité France-Pologne. En fait, l'idée de créer l'association au moment de la création de Solidarność, avant que Solidarność soit reconnue, c'est-à-dire tout de suite après les accords de Gdańsk, venait de Christina et de moi, parce que moi je me disais qu'il y a 50% de chances que la Pologne arrive à trouver un modus vivendi avec les autorités, comme elle a su trouver en 1956 avec la paysannerie libre et l'Église indépendante. Il y aura des syndicats plus ou moins indépendants, et puis 50% de chances que ça va se terminer mal, et ce sera bien qu'on soit nombreux pour essayer d'aider les prisonniers, les réfugiés, qui, comme toujours dans l'histoire de la Pologne, vont finir par partir. Alors, en septembre 1980, c'était difficile de trouver un président qui ne soit pas engagé, dont le nom ne serait pas engagé dans la bataille électorale qui s'est terminée par la victoire de François Mitterrand en 1981, mais septembre 80, on y était en plein. Donc, c'était difficile de trouver quelqu'un. L'ami de la maison, Krzysztof Pomian, le professeur Krzysztof Pomian, m'a dit, écoute, cherche un professeur, parce que c'est toujours, c'est-à-dire qu'il sait quelque chose, indépendant de ses convictions politiques, n'est-ce pas? Et d'autre part, parce que, pourquoi pas Piotr Słonimski,
qui était déjà engagé dans le soutien à l'opposition démocratique en Pologne, qui s'appelait le COR, Comité d'autodéfense des ouvriers. Et effectivement, alors moi je connaissais Piotr très bien, parce que quand nous avons émigré, la famille Sachs en 68 en France, c'était une des deux maisons qui nous a accueillis. C'est-à-dire la découverte de Sonimsky, c'était quelque chose à Gif-sur-Yvette, avec les chiens, les tortues, les chats, Chania comme... Comment? Non, il n'y avait pas de singes à l'époque. Il n'y avait pas de singes à l'époque. Je fréquentais moins cette maison depuis qu'il y avait les singes. On ne s'attendait pas bien, singes et moi. Donc, voilà. Et donc, c'est comme ça que l'association Solidarité France-Pologne est née. Et ma coopération avec Piotr, qui, je suppose que les disciples de Piotr vont en parler, n'était pas toujours commode comme patron, mais on a trouvé un modus vivendi qui marchait bien, surtout que pour lui, la vie associative était une découverte, parce que les Polonais, spontanément, ne créent pas les associations 1901. Je me suis longuement posé la question, je pense que, parce qu'on dépose le statut d'association 1901 chez le préfet, c'est-à-dire à la police, et ça, les Polonais, depuis la moitié du XVIIIe siècle, spontanément, ne vont pas à la police. Il y a quelque chose de fondamental là-dessus. Donc, Amélie, à toi la parole, en tant que petite fille. Bonjour, je m'appelle Amélie Prince, petite fille du professeur Piotr Sonimsky. Je voulais tout d'abord remercier le professeur Maciej Wójcicki du Centre scientifique de l'Académie polonaise des sciences et Karol Sachs de l'association Solidarité France-Pologne pour l'invitation ainsi que pour l'organisation de ce colloque en l'honneur de notre grand-père, Piotr Sonimsky, une vie d'audace et de passion. Dans le cadre de cette rencontre, il nous a été proposé de raconter l'homme qu'il était, l'homme que nous connaissions en tant que ses petits-enfants. Piotr était marié à Hanka Kłagowska, ont eu une fille Agnès Sonimsky, notre mère. Agnès et son mari Joël Prince ont eu 4 enfants. Nous sommes donc ces 4 petits-enfants, Marine, Clément, Ambroise et moi-même. Nous avons eu la chance de grandir proche de notre grand-père puisque nous habitions la même ville, à Gif-sur-Yvette. J'ajouterais même que nous avons habité chez lui pendant plus d'1 an. Nous avons pu vivre tous ensemble et partager de beaux moments fondamentaux avec un papy aimant. J'ai perdu ma... Et toujours là pour nous inculquer ses valeurs et ses principes de vie. La première chose qu'il faisait le matin, après avoir allumé sa pipe, était de préparer le petit déjeuner à la polonaise. C'est-à-dire pour nous, œufs, oignons, tomates, fromage, et lire assidûment ses journaux, en particulier Le Monde et Gazeta Wyborcza. Piotr était en effet un homme de science, mais également un homme universel qui s'intéressait, pour ne pas dire se passionnait, je suis désolée, je perds mes lignes en même temps, à tant de choses. L'histoire, l'art, la musique, la science, pour la nature, et je pourrais continuer la liste tant elle est longue. Il pouvait nous raconter l'Iliade et l'Odyssée aussi bien qu'il nous racontait les sous-marins, la préhistoire, les papillons, la Seconde Guerre mondiale. Il avait cette curiosité si aiguisée qu'il nous semblait que peu de choses pouvaient lui échapper. Dans son enfance, il collectionnait les coléoptères et par la suite les timbres, puis les pièces de monnaie et enfin des collections inconnues. Il avait la chance d'être un homme de passion et comme il le disait de Stendhal, il avait le bonheur d'avoir son métier comme passion. La génétique faisait partie de lui et il transmettait son goût pour la science que les moins scientifiques d'entre nous pouvaient écouter avec fascination et ainsi entendre la complexité des chromosomes et des mitochondries. Tout cela pour dire que sa curiosité et sa soif de comprendre le monde nous ont permis de découvrir et d'appréhender le monde avec les outils qu'il nous avait transmis. Piotr a perdu sa femme Hanka en 1993, puis sa fille Agnès en 2000. Nous étions donc par la suite sa seule famille. Il a pris soin de s'occuper de nous et de nous voir grandir et de partager avec nous les moments du quotidien et les grands moments de nos vies. Après le décès de notre maman,
Il avait instauré un rituel pour entretenir ce lien familial qu'il chérissait tant. À l'occasion d'un dîner hebdomadaire, nous nous retrouvions tous pour partager nos vies, discuter, partager ses expériences, partager la Pologne. La Pologne a toujours été inscrite en nous. Enfants, nous avions même parfois l'impression d'être en Pologne, car les amis, notre mère, nos grands-parents se parlaient régulièrement en polonais. D'ailleurs, lorsqu'on décrochait le téléphone, il nous arrivait de nous retrouver en ligne avec des Polonais. Malheureusement, on ne le parlait pas. L'histoire de la famille Słonimski était également très présente avec l'oncle de Piotr, Antoni Słonimski, poète et auteur, son arrière-grand-père, James Zelig, scientifique, mathématicien, inventeur, les parents de Piotr et beaucoup d'autres artistes et scientifiques. Nous étions donc doucement versés au son de la Pologne, au gré de la poésie de notre grand-mère Hanka, aux lectures et conversations de maman et aux chants que Piotr nous apprenait. Je vais vous épargner les chants car je ne suis pas à l'aise avec ça. Cependant, j'ai décidé depuis quelques années d'apprendre le polonais pour relier mes origines. Avec mon grand-père, nous nous amusions à échanger dans cette langue. Je persévère. À vrai dire, je me sers principalement de cette langue pour pouvoir traduire les recettes de cuisine, recettes que nous partagions avec Piotr lors des fêtes de Noël et de Pâques, le barszcz, rotnik et bigos. Bigos dont Piotr était le spécialiste incontesté. Tout ceci par ce détail pour dire qu'il était le trait d'union entre la Pologne et nous. Nous avions d'ailleurs eu l'occasion à nombreuses reprises de voyager avec lui et de découvrir Varsovie. Nous avons même goûté l'expérience délicieuse de prendre le bus Paris-Varsovie en seulement 24 heures. Les places trop petites, les jambes trop longues, les sièges trop durs, la micro-télévision en polonais sous-titrée en russe ou je ne sais quoi. C'était un voyage épique, mais c'était pour partager avec lui ses 80 ans. Pendant ce séjour, nous avons retracé avec lui des lieux importants de sa transmission, l'hôpital où ses parents sont morts, le cimetière juif où sont enterrés ses arrière-grands-parents, et également la reconstruction de la vieille ville de Varsovie, puis la place Antoni Słonimski. Il nous racontait l'insurrection de Varsovie et comment il l'avait vécue. Nous découvrions avec émotion l'histoire de notre grand-père. Piotr était un homme de partage. Il aimait passer du temps avec ses amis, sa famille. Il a fini par acheter une ancienne ferme dans la Sarthe, une maison à partager des moments de vie avec les siens. À Champmel, donc, il passait son temps avec ses vêtements improbables et ses bottes à prendre soin de son potager. Comme Piotr disait souvent, s'il n'avait pas rencontré la science, il aurait été paysan. Donc quand on cherchait Piotr, c'était évident de commencer par le potager. La pipe toujours présente, le chapeau sur la tête et la terre partout sur lui, il passait ses journées avec ses haricots, ses salades, ses poireaux et ses autres légumes. Pour notre part, il y avait la corvée de haricots, les cueillir, les équeuter, les mettre en bocaux. Et Piotr voyait les choses en grand, des bocaux de haricots pour les années à venir. Évidemment, il était également entouré de ses animaux. Les chats ont toujours eu une place prépondérante chez lui, Kotek, Babette, Noisette. Ils étaient rois dans la saga Słonimski. Il y avait également Yapulek, un singe cercopidécidé Patas Rhesus dans le jardin et qui nous fascinait autant qu'il nous effrayait lorsqu'il voulait nous faire des câlins. Piotr a eu également des moutons. Il aimait la nature et la campagne. Nous aimions aller avec lui aux champignons. Nous allions tous cueillir les cèpes et les bolets dans la forêt. Il nous parlait des champignons, des bons, des mauvais. À travers ce petit portrait, je voulais surtout souligner le fait qu'en dehors de l'exceptionnel homme de science et d'engagement, sans jamais oublier la Pologne, la solidarité France-Pologne, Piotr était un grand-père exceptionnel qui s'engageait pour nous voir grandir. C'est bientôt fini. Pour nous, le professeur Piotr Słonimski, c'était avant tout papy. Il reste papy au jour le jour. Aujourd'hui, assister à ce rendez-vous est vraiment un plaisir et nous vous remercions, toute la famille, vous les généticiens de cette rencontre. Merci. Donc, merci beaucoup. Je passe la parole à Marek Begin, qui lui va raconter peut-être Piotr dans son histoire, comment il est arrivé en France, quel rôle il a joué d'abord pour l'opposition démocratique
et après dans la Nouvelle-Pologne, comme on dit. Oui, j'imagine quand même un peu différemment ce que je veux dire, mais bon, d'accord. Essayons de faire un bon compromis. Peut-être tout le monde sera content. C'est rare. Mais pour revenir un peu en arrière, et cette question de la pipe et Piotr, des relations très proches entre eux. Je veux dire que Piotr n'était pas seulement quelqu'un qui fumait tout le temps la pipe, il était aussi quelqu'un fidèle qui propageait cette activité comme très noble et finalement nécessaire. Et moi, je suis dans cela un de ses élèves, puisque plus il y a 30 ans, plus, je suis venu en France et j'ai dit à Piotr que le médecin on me conseille de cesser de fumer des cigarettes. Il a dit, mais c'est difficile quand même de se fumer. Non. J'ai une bonne proposition pour toi. Tu vas fumer la pipe. Et en effet, il m'a donné ma première pipe, il m'a enseigné comment fumer la pipe, et j'ai l'impression qu'il voudrait le faire avec le monde entier pour que tout le monde fume la pipe. Il regrettait qu'il y a si peu de femmes fumeuses, et il a essayé de propager cela dans son labo, mais comme je voyais, sans un grand succès. Alors, moi, comme un petit continuateur, peut-être ce que je veux dire n'est pas très correct politiquement, mais si vous voulez cesser de fumer, pensez à la solution Slonimsky, la pipe. Ça me parle. Mais je peux te dire juste que l'association Solidarité France-Pologne a offert, Piotr a offert, et moi à l'époque aussi je fumais la pipe, donc on a eu la photo, tous les trois fumons la pipe à Lech Walesa, Lech Wałęsa. Et voilà, peut-être Piotr a convaincu pas uniquement toi, mais aussi Lech Wałęsa de fumer la pipe. Okay. Et quand je réfléchis maintenant sur les traits qui me semblent caractéristiques et importants aujourd'hui, et bien sûr, il faut que je fasse un choix sévère et autoritaire. Le temps n'est pas infini. Je pense premièrement à ces identités très variées, identités les grandes et les petites. Bien sûr, il se sentait un Polonais d'origine juive, et son côté juif était important pour lui, mais en même temps, ce qui était extrêmement important pour lui, c'est son côté polonais, non seulement par assimilation, mais par sa mère, qui était une Polonaise venant d'une famille très pauvre et qui, avant la guerre, a réussi à obtenir les bourses et à faire les études à Vienne et à obtenir les doctorats. Et il en était très fier. Justement, il était fier comme un bon socialiste ou comme un bon sociodémocrate, est fier de cet effort réussi d'échanger sa vie et changer les barrières de classe, je dirais. Bon, bien sûr, Piotr était anticommuniste, il a fuyé la Pologne parce que le pouvoir communiste a été installé, il voulait étudier génétique, biochimie à Paris, et il savait qu'en Pologne il n'aurait pas pu, surtout qu'il était un prisonnier tout après la guerre comme le membre de la résistance non ou anticommuniste. Mais en étant communiste, aux prisons,
il a eu une autre expérience très brutale, c'est-à-dire ses coprisonniers qui étaient les membres de la résistance nationaliste, l'ont torturé comme juif en le noyant dans les toilettes, par exemple. Donc c'est quelques semaines qu'il a passées, c'était un cauchemar, non seulement à cause du communisme, mais surtout parce qu'en pratique tortueuse concrète par ces co-conspirateurs nationalistes emprisonnés. Alors, bien sûr, il se sentait anticommuniste, antinationaliste, polonais d'origine juive, français d'origine polonaise, mais surtout, je pense, il se sentait, il était quelqu'un qu'un grand essayiste de cultura de Giedroyć, M. Mieroszewski, décrivait comme une formation des cosmopolaques, c'est-à-dire des cosmopolites polonais, cosmopolonais. Cela veut dire quelqu'un qui n'est pas limité par son patriotisme et ni par son identité nationale, mais étant patriote, veut que ce patriotisme soit un parti des idées, des comportements, des aspirations universelles. C'est-à-dire un Polonais cosmopolite, cela veut dire universalisant son côté polonais. C'était ça, je pense, son trait caractéristique. D'ailleurs, Piotr n'était pas croyant, et je ne parle pas seulement de la religion, je parle aussi des idéologies. Comme un bon positiviste, un chercheur qui vérifie les faits, il ne croyait pas aux grandes idéologies, ce qui était, je dirais, son avantage dans ses relations sociales, parce que il y a un paradoxe dans tout cela. En étant anticommuniste, et sa famille, Hanka, et ses amis venaient du communisme quand même. Quand il a connu Hanka, elle était jeune communiste près de l'ambassade polonaise à Paris. Et tout son entourage, qui est devenu un entourage social de Piotr, était comme ça. C'était une poète Julia Hartwig, une sculpteuse Alina Shapochnikow. Il y en a eu plusieurs. C'était une jeunesse communisante. Et Piotr s'en fichait qu'ils étaient communistes. Ce qui l'intéressait, c'est qu'ils étaient les gens intéressants, brillants, intelligents, c'est-à-dire et qui savaient faire la fête. Côté fête était un des traits, je pense, le plus important, et je dirais, oui, elle est plus caractéristique pour Piotr. Finalement, c'était un homme de fête. Bien sûr, sa fête la plus grande, c'était probablement la science et la recherche. Sa grande fête était la famille. Mais finalement, les fêtes étaient partout et dans leur maison. C'est d'ailleurs, je pense, c'est pourquoi ils ont s'est mis, une des raisons pour Hanka et Piotr se sont mis ensemble, parce que pour Hanka, c'est le côté fête, c'est le côté vivre, amour de vie, comme pour Piotr, un goût de vie, un bon goût de vie. C'était quelque chose d'extrêmement important. Finalement, toute cette, disons, zoologue à la maison, à partir des chiens, des chats, tortues, finissant à un singe, Yapulek, le singe était présent non seulement parce que Piotr croyait que les singes, par gène, c'est nos cousins très proches, alors il faut les respecter. Donc. Mais aussi parce qu'il apportait un élément de la fête
complètement incontrôlable, anarchiste. Puisque Piotr aussi, dans son âme, il était un peu anarchiste. Il adorait mai 68. Il racontait d'ailleurs qu'il se promenait à la tête d'une des manifestations avec d'autres profs. Et il y a eu leurs étudiants là-dessus, et c'était une promenade magnifique, sous soleil. Mais quand même, il a eu ces reflets d'aigueur de l'occupation. Il pensait, là, on pourrait mettre des mitraillettes pour nous tirer. Là, c'était un endroit pour les tanks. Et bon, alors, la fête était un peu mélangée avec les souvenirs des guerres, mais il adorait, non, même pas par ses idées. Il aimait dire qu'il aimait mai 68, excusez-moi, parce que c'était un mois où presque un Français n'a pas péri dans les accidents de voiture, puisque le trafic a été stoppé. Donc, le mai 68 a sauvé la vie de 200 Français. À Paris. Il a certainement engendré la vie de beaucoup plus que 200 Français. Oui. Bon, mais voilà, c'était ce genre d'essai de ces explications, puisque pour lui, ce qui comptait, c'est les gens concrets, c'est des pratiques politiques et sociaux dans lesquels il voyait ou ne voyait pas la violence ou l'oppression. C'est pourquoi il détestait le communisme, c'est pourquoi il pouvait s'entendre bien avec les ex-communistes s'ils étaient les gens intéressants. C'était pour lui l'essentiel, surtout en France, puisque ici, les communistes n'étaient pas supposés de prendre le pouvoir, donc alors on pouvait fêter avec eux la vie, les conversations, boire avec eux. C'était ce côté important. Alors, il était un bon positiviste, quelqu'un lié avec les pratiques et les situations concrètes et les choix concrets des gens et non des grandes idéologies. Comme sentiment, il était plus de gauche que de droite. Il détestait le capitalisme. Quand même, il disait que c'est un système qui corrompt les gens. Il a eu raison d'ailleurs. Et que c'est l'avarie qui est au premier rang de ce système. Alors, il était anarchiste socio-démocrate. Mais il aimait aussi être engagé et s'engager dans les discussions. C'est Hanka qui était la grande chef qui menait cette vie et organisait cette vie sociale, artistique, intellectuelle. Mais je me rappelle une situation en Varsovie, c'était le jour des obsèques d'Antoni Słonimski. Piotr et Agnieszka sont venus à Varsovie, et le soir, ils invitaient quelques personnes, on était 5, à la maison. Moi et Agnieszka, comme les jeunes, on était à peu près on avait à peu près 20 ans. Mais il y avait quelques gens plus vieux, entre autres Adam Michnik, Janek Strzelecki, un philosophe et sociologue polonais, Janka Zakrzewska. Ils étaient tous à l'opposition, mais ils s'engueulaient à mort. Il y avait, nous et Agnieszka, nous étions dans la cuisine, en sirotant la vodka. Eux, ils étaient dans l'autre pièce. Nous, les jeunes, on était exclus de cette conversation des grands et sérieuse. Et eux, ils s'engueulaient, et seulement de temps en temps, quelqu'un d'eux venait et nous ordonnait d'aller à la place Bavicella à côté pour acheter une bouteille de vodka, ce qu'on exécutait bien sûr. Et
on revenait et ça durait jusqu'au matin. Et Piotr circulait entre cette pièce, entre eux et nous, et il était ravi. Il était absolument ravi. Il discutait pas trop, mais être dans cette atmosphère de discussions fortes, passionnées, siroter la vodka, c'est-à-dire c'était justement une fête parmi les gens avec lesquels il se sentait bien. Donc oui, 3 fêtes, la science, la famille et les amis. Et c'était sa façon de prendre le goût de vie qui n'a jamais oublié de profiter. Merci. Avant de passer... Ah oui, l'opposition, j'ai oublié. Non, mais je vais compléter, ne t'inquiète pas. mais on peut... oui, après on peut... je suppose que ce que tu voulais compléter, c'est qu'Antoni Słonimski, Antoni c'était l'oncle, et c'était deuxième moitié du XXe siècle, le plus grand poète polonais vivant, qu'on apprenait à l'école. Et donc, il a pris sous ses ailes les noms qu'il a cités, c'est-à-dire les gens qui étaient dans l'opposition. Il a déjà aidé Piotr parce que c'est lui qui a sorti Piotr de prison en 1946 et qui l'a fait venir en France, puisqu'il était directeur à l'UNESCO pour la littérature, l'UNESCO qui venait de se créer en 1947, et donc les autorités polonaises, communistes, quand même, prenaient des gants avec la famille. Donc il a continué à protéger l'opposition démocratique, et Piotr a pris sa succession, aussi bien ici qu'en Pologne. Oui, premièrement, c'était leurs amis, et d'Antoni et de Piotr. Alors oui, c'était tout dans la famille. Et bien sûr, Piotr a continué pour des convictions morales, mais aussi pour cette simple façon que c'était des gens bien. Oui, c'est ça. C'était son héritage, la continuité familiale. Professeur ou Pierre, je ne sais pas comment il faut qu'on s'adresse. Juste une petite question avant que vous commenciez. À quel point la Pologne était présente dans les labos? C'est-à-dire, c'est un labo polonais en France ou labo français? Non, c'était un labo français avec des collaborateurs polonais, mais Piotr ne parlait pas beaucoup de la Pologne, sauf dans certains cas que je vais avoir l'occasion d'évoquer. Oui, moi, quand on m'a proposé de parler, gentiment, je me suis aperçu que ça impliquait de faire un saut périlleux en arrière de 50 ans, oui, ce qui est un peu affolant. Et en fait, quand Piotr, dans le petit film, parlait de la chance, je crois que c'est le mot qui m'est venu en premier. On a eu, et je parle au nom de beaucoup d'amis et de collègues qui sont dans la salle, on a eu la chance incroyable de faire nos études à une époque où ces disciplines qui sont devenues les nôtres ont littéralement explosé. Pour prendre un exemple, moi, en l'espace de 2 ans, j'ai eu comme prof André Lvov, Jacques Monod en biochimie, et ensuite François Jacob. Donc vous imaginez, les 3 prix Nobel, on les avait comme professeurs. Donc c'était un moment de bouillonnement extraordinaire de la science. Et c'est comme ça qu'un jour, je me suis retrouvé, et on est quelques-uns à s'être retrouvés dans un amphithéâtre pour suivre les cours de génétique qui à l'époque étaient animés par, sauf erreur de ma part, je parle sous le contrôle des gens, de certains amis qui sont dans la salle. Il y avait, je crois, Madame Gans, Madeleine Gans qui parlait de la génétique formelle, Vigier qui parlait de la microbiologie, et un certain monsieur qu'on a vu, que j'ai vu arriver à l'amphi, un homme avec un bel homme avec des cheveux frisottés dans le cou, des yeux bleus extraordinaires, et qui s'est mis face à l'amphi, qui a attendu que le silence se fasse,
et qui a dit « Je m'appelle », parce qu'il faisait toujours comme ça, « Je m'appelle Slonimsky, Piotr Slonimsky. Vous dites Slonimsky, moi je dis Swanimsky, mais bon. » Et ça a été une véritable fascination pendant tous ces cours. Et du coup, on est assez nombreux à s'être dit, c'est ça qu'on veut faire, voilà. Il y a dans l'œil de ce gars-là une passion, une espèce de... À la fois la passion et le goût du jeu. Il y avait les deux. Donc forcément, on s'est retrouvés assez vite, à plusieurs, à quelques-uns, à suivre la continuation naturelle de cette discipline, c'est-à-dire qu'on a fait ce qui s'appelait à l'époque le DEA, ce que les étudiants appelaient le DEA de SLO, ce qui est maintenant le master, mais ça n'avait rien à voir, c'était quelque chose, et je pense que Bernard Dujon en parlera un peu. Le DEA de génétique, c'était une véritable institution. Bon, donc on était littéralement absorbé par cette ambiance, cette espèce de bouillonnement, sans compter qu'en plus il y avait à l'extérieur un certain bouillonnement, puisque c'était dans les années 67-68, c'est pas la peine de faire un dessin. Et puis, et c'est là où j'ai eu de la chance, et c'est là où le hasard fait qu'on se retrouve quelquefois dans des situations qui vont marquer toute votre vie, et puis on s'y attendait pas, ça se passe comme ça. À l'issue du DEA de génétique, il fallait trouver un labo pour la thèse. Et il se trouve que je connaissais quelqu'un de façon totalement indépendante, qui était Etel Moustaki, qui travaillait à l'Institut Curie à Orsay, et qui m'avait dit, bon, si tu veux, ouais, pas de problème, tu peux faire la thèse chez moi. Donc je suis allé voir Etel, en discutant un petit peu de comment on allait faire, etc. Et puis dans la conversation, elle me dit, mais t'as eu des profs? Elle me dit, oui, bah oui, je dis, oui, j'ai eu un gars qui était pas mal, hein, Slonimsky, et puis d'ailleurs il m'a dit qu'il pouvait me prendre dans son labo. Elle m'a dit, ah mais alors, tu viens pas chez moi, tu vas chez lui. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé au centre de génétique moléculaire, qui venait d'être construit, donc on s'est retrouvé dans des labos flambant neufs, et donc j'ai découvert à la fois l'homme et le scientifique. Donc c'est pour ça que je suis un peu à cheval entre les deux tables rondes, parce que... Alors, l'homme et le scientifique, bon, comment on pourrait le définir, le Slonimsky de l'époque? Bon, c'était un mandarin, il n'y a aucun doute là-dessus. Son labo, c'était le chef d'orchestre, son labo était organisé comme un orchestre, il y avait les cordes, les vents, les percussions, c'est-à-dire les protéines, et c'est lui qui faisait jouer les différents instruments séparément et qui faisait que ça ait un sens. Mais c'était un mandarin, mais un mandarin qui était audacieux, parce qu'il faut quand même voir qu'en l'espace de 3 ans, juste dans les années 68, c'est-à-dire dans les années où il y avait on va dire une animation, pour être gentil, pour pas dire enfin, je ne veux pas prononcer de mots grossiers, mais disons ça bougeait pas mal. En l'espace de 3 ans, il a recruté autour du thème de la génétique mitochondriale, qui explosait un petit peu, 3 fois 2 personnes, c'est-à-dire, bon, je peux les citer, je en cite quelques-uns, j'oublierai sûrement des gens, mais la première fois c'était Éric Petrocchi, Laurie Jean Deutsch, l'année suivante c'était Dario Cohen qui est là, et moi, et la 3e année c'était Bernard Dujon et Monique Bolotin. Et il faut dire que prendre le risque de mettre dans son laboratoire au même endroit, si pieds nickelés comme ça, c'était assez gonflé. Et il fallait toute sa personnalité pour arriver à domestiquer un peu ça et faire en sorte que quand même ça produise de la science. Et c'est vrai qu'on était passionnés, on était insupportables, odieux, mais passionnés. Et donc voilà, c'est ce qui a fait un peu la différence. Donc ce côté mandarin qui prend des risques, ça c'est un truc qui m'a toujours marqué et c'est un des signes distinctifs de l'homme scientifique. Un autre point qui m'a paru vraiment central, c'était sa curiosité. Donc je disais que le centre de génétique moléculaire venait d'être construit. Il avait au départ été construit aussi pour Boris Ephrussi, mais Boris Ephrussi avait filé en Amérique de 62 à 67, histoire de ne pas avoir d'ennui avec les problèmes de construction. Donc, les personnes qui ont pris en charge cette construction, qui était Marianne Chancerelle, qui malheureusement une grande amie de Piotr, mais qui n'a pas pu venir parce qu'elle est très fatiguée, mais Marianne Chancerelle, avec Georges Prévost, ont pris en charge
la construction, la définition précise des labos, etc. Et Piotr avait un grand bureau directorial, pas aussi grand qu'ici, mais un beau bureau directorial, avec une antichambre où il y avait les secrétaires, mais il avait beaucoup insisté pour qu'il y ait une petite porte derrière qui donne directement dans son labo. Ce qui fait que, en général, le matin, quand on était au labo, alors quand je dis le matin pour Piotr, c'était vers un peu plus tard que, c'était pas à 9h. Non, c'était 11h. Voilà, 11h, on voyait la porte du bureau de Piotr s'ouvrir et on était là en train de lire nos boîtes de pétri, de lire les résultats, et son premier mot c'était « Quoi de neuf ?» Quoi de neuf? C'était la curiosité. La curiosité, l'excitation de voir les résultats tout chauds sortis des boîtes de pétri. Et ça, c'est un truc qui m'a vraiment semblé être un des points distinctifs. Il n'y avait rien qui pouvait être au-dessus des résultats. Et quand on est avec un grand scientifique, on n'apprend presque rien. On apprend juste l'essentiel. Et l'essentiel, c'était ça. C'était, les résultats, on n'y touche pas. On ne les trie pas, on ne les modifie pas. Et si on ne comprend pas, c'est qu'on n'est pas assez intelligent, mais les résultats, c'est sacré. Et donc, tous les matins, c'était quoi de neuf, c'était extraordinaire, quoi. C'était vraiment un truc très rigolo. Alors, ça, c'était les aspects, disons, l'humain scientifique. Et puis, il se trouve que l'histoire a fait, mon histoire ou notre histoire à quelques-uns a fait que ça s'est un peu croisé avec l'homme politique, le Piotr politique. Alors pourquoi ça? C'est parce que quelques années plus tard, on était, disons dans les années 75 à 80, on était tout un groupe d'une trentaine de copains qui adorions faire de la politique, enfin, mais de la politique différemment de la politique des partis. Donc on se focalisait sur un certain nombre de trucs. Par exemple, on s'était beaucoup mobilisé au moment, c'était en 80 je crois, au moment de l'attentat de la rue Copernic. Bien entendu, on s'était mobilisé au moment de la campagne de Mitterrand, et puis ensuite la loi de suppression de la peine de mort, qui était un truc formidable. Et puis arrive décembre 81 en Pologne avec l'interdiction de Solidarność. Les mots polonais, je suis désolé, je les prononçais à la française. L'état de guerre. L'état de guerre, Jaruzelski et tout ça. Et donc, on s'est mobilisé en disant c'est pas possible, il faut qu'on fasse quelque chose. Alors, on avait abouti, après beaucoup, pas que de la vodka d'ailleurs, mais beaucoup de toutes sortes de liquides, on avait abouti à l'idée qu'il fallait faire quelque chose qui marque notre soutien à la Pologne, aux Polonais. Et non sans mal, ce qui nous avait semblé le plus jouable, parce qu'on avait des amis qui étaient des physiciens, etc., ce qui nous avait semblé le plus jouable, c'était de faire arriver en Pologne des ballons gonflés à l'hélium avec quelque chose dedans. Le problème, c'est que les aspects techniques, on avait pu les surmonter, on avait fait des essais balistiques, en quelque sorte. On savait d'où... Au début, on voulait le faire d'un bateau, mais il y a plusieurs personnes qui nous ont dit allez pas au large de la Pologne, en Baltique, parce que le bateau, il va être coulé. Donc on avait fini par se rabattre sur une île danoise, l'île de Bornholm, qui est au large des côtes. Et puis on avait des copains qui travaillaient à la météo nationale qui nous avaient dit ça va être jouable parce que il y a un vent dominant, un vent d'ouest, et donc ça devrait pouvoir se jouer. Bon, mais alors on avait un problème, c'est que on n'avait pas de Polonais sous la main. Solidarność, ils étaient bloqués en Pologne. Donc c'est là, je suis allé voir Piotr et je lui ai dit, bon, on va pas parler science, j'aurais besoin d'un coup de main, parce que, et je lui ai raconté l'histoire. Il a dit, pas de problème, je vois Séverine Blumstein demain, vous venez. Et donc c'est comme ça qu'on a vu Séverine, qui nous a complètement débloqué le truc, et surtout, on avait le projet des ballons, et Séverine Blumstein et tous les gens de Solidarność nous ont donné quelque chose à envoyer. Le quelque chose, c'est ça.
Ça, on prendra copie parce que nous, on a tout perdu. Hein. Ah oui, Ouais. C'est une instruction. c'est ce petit. Je peux? C'est une instruction. C'est le dernier, j'en avais des centaines. Comment? Oui, moi aussi, tout est perdu. C'est une instruction dans les enveloppes étanches qui disait, regardez l'écriture, hein, il faut avoir de bons yeux, qui expliquait comment on peut imprimer des choses clandestinement. Voilà, c'est une espèce de Voilà. Ronéo Et artisanal. donc, à chaque ballon, et vous avez envoyé 10 000 10 000, on a 12 000, envoyé ouais. 10 000 ballons et chaque ballon avait 4 petits bouquins comme ça. Ouais. Et il y a une photo, d'ailleurs, que j'ai quelque part, où il y a un texte de Jean-Paul II dans ce bouquin. Je viens de voir aujourd'hui le bouquin en polonais. Pierre a amené et on va la retrouver et la traduire en français. Voilà, Et c'est donc, notre prochain objectif. Il y a une photo qui, pour nous, est très émouvante et très historique. C'est Séverine Blomstein présentant ce petit fascicule au pape Jean-Paul II. Donc, voilà. Et voilà comment on s'est retrouvés un jour. Alors, on attendait tous le feu vert. C'était très compliqué parce que là, je vous passe la logistique. Il avait fallu transporter tout ça dans l'île de Bornholm, d'énormes bouteilles d'hélium, etc. Et puis surtout, il fallait que le vent soit favorable. Donc, on était tous à attendre. On était une trentaine, dont certains sont encore là, ici. Et on attendait que le vent soit favorable. Les copains de la météo nous ont dit bon, bah, ça y est, c'est parti. On avait négocié avec la police danoise qui n'interviendrait pas, qui nous foutrait la paix en gros pendant 24 heures. Donc pendant 24 heures, on a envoyé des ballons. Et chose extraordinaire, une partie significative est arrivée en Pologne. Ça a été un truc complètement fou, bien au-delà de nos espoirs. La police polonaise avait commencé par faire des écrans de fumée en espérant empêcher les ballons de passer, ce qui n'est pas très raisonnable. Et ensuite, certains ballons ont été récupérés par la police. Et il y a un film, je ne sais pas si vous l'avez visionné, il y a un film de présentateurs de la télévision polonaise, en uniforme bien sûr, et présentant le ballon en disant ça c'est la CIA, si vous en trouvez vous lisez pas, vous amenez ça à la police tout de suite, sinon gna gna gna. Voilà, et c'est comme ça que bon du coup, je viens de voir parce qu'on célébrait maintenant en Pologne le 4 juin les 30 ans des élections libres qui ont fait basculer que Solidarność est arrivé au pouvoir et le Parti communiste est passé dans l'opposition. Et donc, ils ont montré 1 minute et demie, effectivement, le présentateur il y avait qu'un canal à l'époque qui dit, voilà, l'attaque criminelle de CIA. Alors, ce qui a fait, moi je peux raconter après, parce qu'on a commencé à aller en Pologne 9 ans après, en 89. Avant, on était interdit de visa. Et la première chose que les gens nous demandaient, c'est pourquoi on n'a pas envoyé, on recevait des lettres à Paris, pourquoi on n'a pas envoyé des lettres en Silésie, des ballons en Silésie, à Poznań. À Poznań, encore récemment, quelqu'un m'en a parlé en disant qu'il n'y avait pas de raison d'envoyer sur Gdańsk et pas sur Poznań. On avait du mal à expliquer que c'est question de météo et que Poznań étant au centre de la Pologne, ça ne pouvait pas arriver. Et deuxième chose, c'est que déjà à l'époque, on savait que ce qui amusait le plus le public en Pologne, c'est que les pompiers et les policiers grimpaient sur les arbres pour décrocher ces ballons. Et ça, c'était des foules autour qui se barraient quand les gens cherchaient ces ballons. Mais c'est vrai que on n'avait pas mesuré à quel point ça. Moi, c'est qu'après que j'ai mesuré à quel point ça avait été important pour les Polonais, parce que des années après, il y avait un collègue scientifique qui est venu, c'est Zbigniew Kotilak, et quand il m'a raconté l'impression qu'ils avaient ressentie de recevoir ça, il avait des larmes dans les yeux. C'était vraiment important, quoi. Donc on n'avait pas raté notre coup. Tout à fait. Je crois que vous êtes plusieurs dans la salle qui ont participé à cette opération, donc bravo. Et je dois dire que de mon expérience de un peu plus de 40 ans de l'action humanitaire, pas uniquement avec la Pologne, parce qu'au titre de
de la banque dans laquelle je travaillais, Crédit Coopératif, on était le financeur de ce type d'association. Je dois dire que c'était l'opération certainement la plus originale et la plus spectaculaire. Alors je peux vous dire que quand je me souviens en février, je vois Piotr, il faisait très noir à Paris et très froid. Et il me parle de cette opération, mais pas avec qui. Il m'a dit c'est des scientifiques, ils savent ce qu'ils font. Et il m'a présenté la facture qui était très élevée. Pas tant que ça. Aussi. Aussi. Mais à l'époque, on nageait dans l'argent. Parce que sans faire la collecte d'argent, on a reçu plus que 500 000 francs, ce qui était astronomique à l'époque, rien qu'en décembre 81. C'était des dons spontanés d'énormément de gens. Donc, ce n'était pas le problème. Et il m'a dit, je viens de terminer cette réunion, et tu sais, le problème, qu'il faudra d'ici 6 mois, des dingues comme ça, tous les 2 ou 3 mois, pour maintenir la mobilisation de l'opinion publique. Voilà, c'était ça sa question. Donc moi, je ne connaissais pas les détails. J'ai appris ça parce que notre ami fondateur de l'association, cofondateur de l'association Solidarité France-Pologne, qui était conseiller à l'Élysée avec François Mitterrand, futur secrétaire général de l'Élysée, nous a appelé m'a appelé en disant est-ce que tu es au courant de ça? Je dis vaguement. Il m'a dit parce qu'on est saisi par l'ambassadeur, notre ambassadeur à Moscou est convoqué pour les explications, pas en Danemark, à Moscou. C'est les Russes c'est les Soviétiques qui ont réagi le premier, avant les Polonais. Et bon, enfin, bref, ça donnait lieu à un incident diplomatique, mais paraît-il que François Mitterrand était très content de cette opération. Il a trouvé ça très inhabituel. Lui qui était résistant comme Piotr, donc il a su apprécier cette action. Voilà, donc ça, c'est l'aspect non scientifique de Piotr que j'ai pu apprécier. Et puis, mais ça va faire la transition avec la prochaine table ronde. Et puis, ce qui est quand même extraordinaire, c'est la capacité qu'il a eue pendant ces années d'être un moteur et en même temps d'accompagner une véritable révolution culturelle de la biologie, de ce qui allait devenir la biologie moléculaire, ce qui était déjà la biologie moléculaire, ce qui allait devenir la génétique telle qu'on la conçoit maintenant, dont je suis sûr que Bernard Dujon va vous parler. C'est une chance, enfin je trouve que nous avons eu une chance inouïe de vivre dans cette période et dans cet environnement, donc avec des gens comme lui. Donc on peut lui dire merci, quoi, voilà. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui veulent prendre la parole? Et avant que quelqu'un se présente, j'ajouterai pour ma part, je pense que on a discuté au téléphone, je pense que c'est le passé des résistants de Piotr, qui était quand même très, très particulier, parce qu'il était dans la résistance scout, Charagui. Ensuite, il était à Mokotów où ses parents sont morts. Il était dans Kediv. Kediv, c'était les troupes de choc. Les troupes de choc de l'armée du pays. Il a pris des risques. Il a frôlé la mort presque quotidiennement. Et c'est ça qui lui donnait ce goût du risque. Comme aussi, ensuite, toute la vie, il a fait front à des choses très dures. Très dur. Et je crois qu'il en est sorti chaque fois parce que Chania, pour mettre au monde Agnès, est allé en Pologne. Ils s'étaient séparés 7 ans, je crois. 7 ans, ils n'ont pas... 8 ans. 4 ans. Bon. 4 ans où il n'a pas pu voir sa fille, ni sa femme, et ainsi de suite. Je veux dire, il y avait le décès de l'une, de l'autre. Il était imperturbable. Pas atteint, bien sûr qu'il était chaque fois très... Ça l'a touché vraiment en profondeur lui-même, mais il avait cette culture qu'il prend des risques,
s'il a survécu, on a enlevé ça du film et qu'il a eu la chance. En même temps, c'était aussi une distance permanente par rapport à soi-même. Cela veut dire, il disait que puisqu'il a survécu la guerre, alors toutes ses aventures sont extrêmement banales. Par différence avec ceux qui n'ont pas survécu. Oui, donc il n'aimait pas se vanter de son passé. Il l'a raconté un peu d'une façon un peu grotesque, en mettant à l'avant ce qui était plutôt amusant que ce qui était morose. Et bien sûr, il prenait beaucoup de risques, puisque aussi en étant juif, blond, mais juif, il ne se cachait pas, il fonctionnait normalement à Varsovie. Ni lui ni ses parents ne sont pas allés au ghetto. Il faisait part des groupes spéciaux de la résistance, c'est-à-dire qui liquidaient les Allemands et les confidents polonais. Et en même temps, ce qu'il aimait raconter aussi, que à côté de ses engagements militaires, il y a eu tout un côté de la vie, parce qu'ils s'occupaient aussi, eux et son groupe de résistants, ils s'occupaient aussi d'un commerce illégal avec les Allemands. Et donc, il y a eu des moments où ils étaient très riches. Alors, ils louaient les bateaux pour faire les grandes festivités sur la Vistule. Bon, alors, il y avait en lui toujours cette mélange de quelqu'un, comme tu dis, juste, qui est très dur et qui sait qu'il faut être dur, lié avec ce côté comment dire, festif. Quelqu'un qui s'intéresse à la vie et qui sait profiter de la vie. Et profiter de la vie, cela veut dire aussi engager les autres à le faire. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Non? Personne n'ose prendre la parole devant tant. Bon, ben écoutez. Juste Oui. pour rebondir sur cette histoire de la vie, j'ai retrouvé, alors je ne sais pas comment je l'ai obtenu, mais c'est une lettre que Boris Ephrussi avait écrite en août 1947, c'est-à-dire juste quand Piotr est arrivé en France. Et il s'agit de... Ephrussi relate une visite ou une école d'été qu'il avait fait à Roscoff, sur l'œuf d'oursin, je crois. Et la lettre se termine comme ça, et je trouve que c'est très émouvant. Voilà ce que dit Ephrussi. Le laboratoire est plein de travailleurs et d'étudiants, et tous semblent très sympathiques, quoique je ne les connaisse qu'à peine. Hier soir, il y avait un grand bal organisé par les étudiants. Ça a commencé par un sketch très amusant dans lequel figurait Tessier. Tessier, c'était le patron de Roscoff et ses collaborateurs. Puis ils ont dansé jusqu'au matin. Mon Slonimski, entre guillemets, Slonimski avec un Y entre parenthèses, Mon Slonimski, qui est un gars très bien vraiment et très sympathique, a à cette occasion fait la connaissance des jeunes, a dansé toute la nuit et s'est couché à 8h30 ce matin. Je suis content pour lui. Il a l'air de se plaire ici, de se détendre aussi et d'être un peu plus gai et heureux. Ça donne une image d'Ephrussi qui n'est pas l'image glaciale qu'on a habituellement. C'est très intéressant, je trouve. Oui. Non, j'ai pas besoin. Vous m'entendez? Ah bon, pardon. Je voulais simplement laisser la parole à Piotr. Excusez-moi. Donc je voudrais laisser la parole à Piotr, d'abord sur une chose sérieuse.
tout le monde l'a dit, et c'est incontestable, c'était un homme engagé. Mais lui, voilà ce qu'il dit. Je n'aime pas beaucoup le terme d'homme engagé que les Français utilisent à tout bout de champ. On peut dire que je suis un scientifique engagé, dans la mesure où j'essaie de faire les choses que je considère comme justes, mais je ne prends pas beaucoup de risques. Quelqu'un de vraiment engagé, c'est pour moi une personne qui risque sa vie. J'ai risqué ma vie pendant la guerre en Pologne, mais plus jamais depuis que je suis en France. Alors, puisque je tiens le micro, je continue, mais cette fois-ci d'une manière un peu plus légère. Ça ne vous étonnera pas beaucoup. Un soir, je me suis amusée à interroger Piotr en utilisant le questionnaire de Bernard Pivot, le questionnaire de Bouillon de culture. Alors donc, je vais vous dire les questions et les réponses de Piotr. Quel est votre mot préféré? Non, c'est bon. Excusez-moi, je suis un peu émue. Quel est votre mot préféré? Curiosité. Le son, le bruit que vous aimez. Le ronron d'un chat. Le son, le bruit que vous détestez. Le ronronnement d'un discours creux. Votre juron, gros mot ou blasphème préféré? Merde. Le métier que vous n'auriez pas aimé faire. Homme politique. La plante, l'arbre ou l'animal dans lequel vous aimeriez être réincarné. Un dauphin. Votre drogue favorite? Le tabac. Voilà. Je crois que c'est tout ce que je voulais dire. Oui, simplement si à propos de la pipe. À propos de la pipe, il m'a convaincu de fumer la pipe quand il s'est aperçu que je dépassais un paquet de cigarettes par jour. Et il m'a convaincu, bon, j'ai fumé la pipe pendant plus de 20 ans, il m'a convaincu avec l'argument suivant. Avec les cigarettes, tu vas droit à un cancer des poumons. Avec la pipe, tu n'auras pas de cancer des poumons. Tu pourrais éventuellement avoir un cancer de la langue, mais ne t'inquiète pas, il n'y a pas de métastase. Merci beaucoup. Et j'en profite pour dire que sans Marguerite, on n'aurait jamais pu organiser cette rencontre de ce soir, puisque c'est elle qui a tout notifié et réuni. Et puis elle avait les adresses des uns et des autres, donc on a pu vous contacter. C'est déjà beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou on fait une petite pause café? Qui? Non, il est parti. C'était entendu, oui, parce que ça devait être duo sur les ballons et la collaboration avec Piotr. Mais M. Verman était obligé de nous quitter pour prendre l'avion, mais les messieurs se sont vus avant et ils se sont entendus. Donc Pierre Nettel apparaît au nom de deux. Bon, écoutez, on va faire une petite pause pour que certains puissent fumer la pipe, et d'autres les cigarettes. Et puis on reprend sur Piotr, scientifique. Comment? D'ici 10 minutes, c'est-à-dire un quart d'heure. C'est bien.